Alors déjà, il y a un rapport qui sort en 2024 alors que les choses ont commencé à s'amplifier il y a déjà 4 ans quand on a perdu Samuel Paty. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Somme toute pas grand-chose puisque 3 ans plus tard, Dominique Bernard décédait également dans des conditions atroces et depuis, je vais pas renommer tout ce qui se passe, mais il se passe des choses tellement horrifiantes que en fait je porte pour responsable le gouvernement. Bonjour, je m'appelle Inès Fleury, j'ai un vécu de à peu près 20 ans dans le métier du commerce et du management. Et la vie professionnelle m'a orientée vers le métier de professeur durant 9 ans. Et effectivement, à la suite d'une rupture avec l'éducation nationale, j'ai décidé d'écrire un témoignage qui s'appelle donc « Prof en danger, 9 ans en lycée professionnel ». Donc avec votre livre, vous en parlez dès le titre, vous parlez de danger. On voit de manière générale que dans la société, peut-être que c'est l'effet média, mais de plus en plus, beaucoup de personnes, dont des fonctionnaires, beaucoup, sont confrontées à de la violence. Est-ce que c'est à cause de ça, à cause de cette violence, que vous n'avez pu faire que 9 ans, si je puis dire? Alors, vous employez le bon terme parce que moi je dirais plutôt comment j'ai tenu 9 ans en fait. Alors effectivement, il y a toute l'insécurité qu'on vit au sein d'un établissement, en tout cas que j'ai vécu au sein d'un établissement, mais il y a aussi toute l'insécurité qu'on peut réellement ressentir quand on prend les transports en commun parisiens, tout simplement quand on est dans la rue. Et effectivement, ce danger, il est, je dirais aujourd'hui, au sein des établissements, mais je pense qu'on aurait pu appeler le livre « France en danger » que ça passait aussi, quoi. Et pourtant, là, moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant avec votre récit, c'est que vous l'avez dit, donc vous avez eu 20 ans de vie en entreprise, dans le domaine commercial, vous avez eu, pas tout le temps, mais parfois des patrons, des collaborateurs, de la concurrence, vous avez tenu à chaque fois, et là, pourtant, au bout de 9 ans, en fait, vous n'avez pas pu tenir face à un environnement précis, face à des élèves, à des ados. Comment ça se fait? Comment vous pouvez justifier en fait que des jeunes sont plus compliqués que des professionnels que vous avez pu avoir en face? Parce qu'en fait, quand on devient professeur, on s'attend à avoir des élèves en face de soi. Alors peu importe de quel établissement, mais le lycée professionnel était intéressant pour moi parce que moi j'ai une formation en alternance. Donc je suis absolument convaincue de ce mode d'apprentissage et de cette expérience professionnelle. Donc oui, je m'attendais à avoir des jeunes en difficulté, mais en difficulté scolaire, mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai vécu. Donc en fait, dans les premiers instants, j'ai dû, dès les premières heures, très vite constater que j'allais avoir affaire à une catégorie de jeunes qui manquaient cruellement d'éducation parce qu'ils n'ont pas de savoir-vivre, parce qu'ils n'ont pas de posture, parce qu'ils ne sont pas forcément là pour travailler. On peut avoir des difficultés, bien entendu, et justement, le prof, il est là pour ça. Il est là pour élever l'élève. Mais par contre, faut-il encore le vouloir? Et je me suis retrouvée face à des jeunes, pour la majorité, en tout cas pour 2 tiers d'entre eux, qui n'avaient pas choisi d'être là, et qui n'en avaient absolument pas l'envie pas l'envie de travailler, pas l'envie d'être studieux, et très rapidement, oui, je me suis confrontée à de grosses difficultés, oui. Vous dites dès les premières heures, très rapidement, à quel moment vous avez vécu vous êtes passé un peu du rêve d'enseigner à la réalité, à la désillusion, malheureusement, donc ça arrivait vraiment très vite, dès les premiers jours peut-être? Malheureusement oui, parce qu'en fait au début on se rend compte du comportement, du vocabulaire, de l'attitude, de la posture, de la gestuelle. On voit bien qu'ils vont pas être à l'écoute, que ça va énormément bavarder, etc. Sauf qu'au bout de 15 jours, j'ai eu ma première bagarre en classe, qui est partie tellement loin qu'il y a eu des chaises et une table qui ont volé, et que si les surveillants n'étaient pas intervenus, je ne sais pas comment ça se serait fini, mais il a fallu 3 personnes, parce que ma petite personne d'adulte ne suffisait pas. Enfin, il y avait aussi quelques élèves, bien sûr, qui essayaient de séparer tout ce petit monde, mais sans les 3 surveillants, j'aurais pas pu faire front. Et ça, oui, c'était au bout de 15 jours. Ouais.
Donc vous veniez d'arriver, donc enfin, est-ce que vos collègues, ceux qui sont intervenus, pour eux c'était normal? Ou c'était aussi une des rares fois où ils étaient confrontés, comment eux ils ont réagi, eux qui connaissaient déjà ce domaine-là? Alors les surveillants changent assez régulièrement, même si dans l'établissement où j'étais, il y avait quand même une récurrence sur quelques années. Donc ils avaient déjà eu affaire à des complications telles que celle-ci. Alors je dis pas que c'est quotidien non plus, mais quand même ça arrive. Et ça m'est arrivé au bout de 2 semaines. J'ai des collègues à qui c'était déjà arrivé aussi. Et en fait, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ouh là là, tu t'es mise entre les deux bagarreurs, surtout pas, parce que tu aurais pu prendre un coup. Et dans ces cas-là, tu appelles juste les surveillants ou les proviseurs, mais tu n'interviens pas, surtout pas. » Donc s'ils savent comment agir, c'est quand même qu'ils ont un peu l'habitude de voir... Exactement. De voir ça. Exactement. Et parce que je suppose, donc vous êtes arrivé assez rapidement dans ce milieu-là, en tant que contractuel. Donc pas beaucoup de préparation, pas beaucoup de formation, je suppose. Et de toute façon, même préparé, vous ne pouvez pas être préparé à ça. Est-ce que vous en voulez quand même, il y a peut-être un manque de communication sur ce à quoi vous allez être confronté? Alors complètement. Donc contractuel, oui, ça veut dire qu'effectivement, j'avais pas passé la titularisation. J'ai démarré ce métier, la rentrée scolaire venait de se faire, donc en fait l'établissement était un petit peu dans l'urgence d'avoir un prof pour une matière professionnelle. Et en fait, c'est moi qui ai demandé à avoir 3-4 jours de préparation avant de faire face aux élèves. Mais sinon, j'étais embauchée le jeudi et je démarrais le vendredi. Donc heureusement, j'ai eu mon week-end pour me préparer. J'ai eu une journée d'immersion dans l'établissement où j'ai une collègue qui heureusement m'a pris sous son aile pendant quelques heures au sein de son cours pour m'expliquer ce que je devais faire. Mais clairement, le contractuel, il est mis face à des élèves sans préparation. Et les formations, elles arrivent après. Mais il n'y a pas de formation, et c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est qu'il y a des formations pour comment préparer un cours, comment amener l'élève jusqu'au diplôme du bac, comment construire son cours, les attentes, des référentiels, mais dans aucune formation que j'ai reçue, même durant ces 9 années, dans aucune formation, on nous apprend à la gestion de la classe, à tenir une classe, et comment réagir en fonction des situations qui peuvent se présenter. À aucun moment. Est-ce que, donc on reparlera de l'accompagnement plus ou moins présent de l'État juste après, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème que vous avez vécu presque quotidiennement, ou en tout cas très souvent durant ces 9 ans, vraiment quelque chose de très récurrent, et qui est d'office, enfin qui est forcément banalisé parce que récurrent, et parce qu'on s'y habitue, et parce que l'enseignement ne dit trop rien face à ça? Alors, il y a plusieurs problèmes dans le système de l'éducation nationale. Il y en a un qui pose sérieusement souci, c'est que nous ne sommes pas autorisés, ou que de façon très exceptionnelle, à sortir un élève de cours. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un élève, et ça j'en ai eu plusieurs, qui arrive les mains dans les poches, pas de sac, pas de feuilles, pas de stylo. Donc clairement on se pose la question ce qu'ils viennent faire au sein de l'établissement. En tout cas certainement pas étudier, et très certainement pour semer la zizanie. Ces élèves-là, on n'a pas le droit de les sortir de classe. Il faut les garder en cours, parce qu'on ne veut pas les laisser traîner dans la rue. Donc ça c'est tous les ans, et ça se passe dans toutes les classes malheureusement. Et quand vraiment on sort un élève de classe, de cours, il faut vraiment qu'on ait une raison, la raison est qu'il est trop perturbateur et qu'il empêche l'enseignant de réaliser son cours. Mais j'ai envie de dire que ça c'est quasiment tout le temps en fait. Oui, donc vous devez vous justifier de ce que vous faites. Oui. En fait, en tant que prof, vous avez l'impression, enfin, vous n'avez plus d'autorité. Ah non. C'est bien ça. On est bien d'accord. En fait, l'autorité n'existe pas, puisque certaines fois, même lorsque je décidais d'exclure un élève de classe, il fallait que je fasse appel au surveillant parce que l'élève ne voulait pas se lever et qu'il m'interdisait de le toucher, et que je sentais bien que si je forçais la chose, l'acte de lui prendre l'épaule pour essayer de l'emmener à se lever et à sortir, que potentiellement ça aurait pu dégénérer. Et ça, c'est arrivé, oui, plus d'une fois. Et je savais à qui je m'adressais certaines fois, donc je savais que je ne pouvais pas aller trop loin, parce que sinon je prenais un risque, vraiment, d'agression. Ouais. Vous avez un risque d'agression, et puis de toute façon, sinon, peut-être un risque que l'école vienne vous voir en disant vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc en fait, c'est vous qui êtes
qui ne pouvaient rien faire. Et pourtant, de ce qu'on entend de manière générale et de ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, on a vraiment l'impression que les parents, d'un côté, se retirent de plus en plus, délèguent l'autorité, le rôle d'éducateur aux professeurs. Pourtant, si vous faites quelque chose, eux aussi, ils interviennent de plus en plus. Vous voyez les parents, même des parents d'adolescents, qui viennent défendre corps et âme, alors que parfois, il n'y a pas de défense qui se justifie. En fait, il y a un double problème. Le premier problème, c'est qu'effectivement, au sein des établissements, nous n'avons pas d'autorité, nous n'en avons plus. Puisque comme on vient de l'exposer, à chaque fois qu'il y a un fait, il faut l'expliquer, il faut justifier, et on fait toujours en sorte de garder l'élève au sein de nos classes. Donc le problème, c'est ça, c'est que l'éducation nationale ne donne plus l'autorité au sein des établissements. Donc ça veut dire que on a des élèves qui ont le droit, d'ailleurs c'est le maître mot de leur phrase, hein, j'ai le droit. Voilà, donc ils n'ont pas de devoirs, mais ils ont des droits. Et lorsqu'on se tourne vers les parents, très fréquemment aussi, les parents ne répondent pas. C'est-à-dire qu'en tant que professeur principal, si on est amené à appeler un parent pour lui expliquer ce qui s'est passé, le parent va pas forcément décrocher ou rappeler. Donc effectivement, on ne peut pas non plus s'exprimer. Le conseiller d'éducation arrivait un peu plus souvent à fixer des rendez-vous avec des parents d'élèves, mais au demeurant, voilà, c'était juste pour expliquer les situations, faire une leçon de morale, tenter de recadrer un peu l'élève, mais très souvent, malheureusement, ça ne recadrait pas grand-chose. Ça ne suffisait pas. Et est-ce que aussi vous avez eu l'impression que face à certains élèves, en tout cas, vous avez une situation plus compliquée parce que vous étiez une prof, donc une femme? Oui, bien sûr, malheureusement, ça on le ressent. Alors, être une femme, on sait bien qu'il y a des situations où on est obligé d'être un peu plus forte. Et d'ailleurs, voilà, effectivement, pour ce métier, il faut quand même avoir un peu de poigne. Faut savoir taper du poing sur la table. Hein. Faut être sévère, faut être autoritaire, parce que même quand on l'est, on a du mal à gérer sa classe, mais au demeurant, j'ai vu des hommes qui avaient peu d'autorité chez des collègues, et j'ai déjà vu des élèves allongés sur une table de cours, et l'heure se déroulait comme ça, avec des élèves allongés sur une table de cours, et le prof n'y arrivait pas, quoi. Il pouvait rien faire. Donc oui, la femme peut être en difficulté face à ses élèves, mais pas que. C'est l'ensemble du corps enseignant qui se retrouve facilement en difficulté. De toute façon, oui. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote, l'anecdote qui vous a le plus marqué d'un gros problème que vous avez pu rencontrer? Le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est l'année où j'ai reçu un message d'une élève qui ne faisait plus partie de l'établissement, mais qui m'a envoyé une sourate me conseillant fortement de changer de religion. J'ai pris ça comme une menace, parce que je comprenais absolument pas pourquoi je recevais ce type de message. Et puis dans l'expression et dans l'écriture, enfin il y avait des points d'exclamation, hein, donc c'était très marqué. Donc ça m'a sidérée, ça m'a inquiétée. Donc j'ai tout de suite été déposer une main courante dans un premier temps. Et la deuxième stupéfaction, ça a été la réaction de la proviseure sur l'instant, qui trouvait que mes propos étaient diffamatoires et que je remettais en cause ses capacités de proviseur et de tenir son établissement. Donc ce jour-là, en fait, je me suis pris deux murs, hein, très clairement. Je me suis pris le premier mur d'un message qui était inquiétant, et le deuxième mur de passer pour une... Enfin, j'étais plus la victime, mais j'étais la personne qui était... C'était le bourreau. Exactement. Voilà. Donc alors après, les choses ont changé. Hein. La proviseure a changé son fusil d'épaule dès le lendemain. Je pense qu'elle s'est renseignée de son côté. Et effectivement, je suis allée porter plainte. Ouais. D'accord, donc quand même, hein, vous viviez en fait dans un stress aussi à ce moment-là, peut-être assez pesant, permanent. Ça a été grandissant. Hein. Les 5 premières années, j'étais motivée, j'étais pleine d'idées. J'avais l'espoir, en fait, d'élever ces élèves, enfin de les élever
vers la réussite, ou en tout cas vers l'apprentissage qu'on me demandait de transmettre. Moi, j'avais plein de choses à partager avec eux, puisque j'avais 20 ans d'expérience dans le commerce. Donc j'avoue que j'y croyais vraiment. Et en fait, ça a été une désillusion au bout des 5 ans. Et les choses se sont vraiment envenimées les 4 dernières années, avec que des élèves difficiles. Les poignées d'élèves studieux, sérieux seraient divisées. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait le constat que les 5 premières années qui avaient été difficiles, finalement, c'était presque de la crème. Et après, on fait des choix, quoi. Enfin, voilà. Après, il a fallu que je me sauve au sens propre et figuré, finalement. Là, vous dénoncez quand même tout haut des choses que nous savons, mais on n'en parle pas. Le gouvernement tente de faire des choses. Il y a encore assez récemment un rapport sénatorial qui est paru, mais en fait qui parle toujours d'améliorer la sécurité des enseignants. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que le problème c'est de se dire il y a de l'insécurité, donc on va protéger les enseignants, mais est-ce que vous pensez qu'il y a assez de choses qui sont faites en amont? Parce qu'en fait l'objectif c'est d'éviter cette insécurité pour vous. On est bien d'accord, on se trompe de débat. Alors déjà, il y a un rapport qui sort en 2024, alors que les choses ont commencé à s'amplifier il y a déjà 4 ans, quand on a perdu Samuel Paty. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce que le gouvernement a fait réellement depuis? Somme toute pas grand-chose, puisque 3 ans plus tard, Dominique Bernard décédait également, dans des conditions atroces. Et depuis, je ne vais pas renommer tout ce qui se passe, mais il se passe des choses tellement horrifiantes que en fait je porte pour responsable le gouvernement actuel et passé, hein, parce que je pense que on peut remonter à loin, mais déjà depuis François Hollande, et ça continue avec Monsieur Macron, mais je les porte pour responsables, mais je vais même plus loin, hein, je les porte pour coupables, parce que pour moi ils sont complices. Quand on sait qu'il y a une situation qui est vécue et qu'on ne fait pas changer les choses, on devient complice. Si on est complice, on n'est pas seulement responsable, on devient coupable. Et quand je vous dis ça, c'est avec beaucoup d'émotion, parce qu'en fait, je suis entre 2 sentiments. J'ai un sentiment vraiment de rage, parce que j'estime qu'effectivement, on est très très loin de faire ce qu'il faut. Et j'ai un sentiment de tristesse profonde. Enfin, j'ai vraiment certaines fois aussi envie de pleurer quand j'entends tout ça. Enfin, est-ce qu'on peut se mettre à la place des gens qui ont subi autant d'atrocités ces derniers temps? Est-ce qu'on peut se mettre à un moment donné à la place des familles? Est-ce qu'il faut que ce soit nos gouvernants qui subissent ça pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France? Je vous le disais tout à l'heure, on dit prof en danger, mais franchement, on peut remplacer prof par France en danger. Et j'en veux terriblement à ces gens qui somme toute, ne font rien, ou en tout cas pas grand-chose, et ne prennent pas les choses au sérieux. Ou alors ils ont un autre intérêt, hein, que je ne comprends pas, pour pas faire bouger les choses. Mais en attendant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En tout cas, pour protéger le citoyen, hein, qu'il soit prof ou qu'il soit promeneur en pleine rue. Parce que comme vous dites, prof en danger, mais peut-être... Enfin, prof en danger, France en danger. Peut-être que si déjà on laisse faire une telle violence, si on laisse de telles atrocités dès l'enseignement, alors que l'enseignement c'est quand même la base de tout, on voit aussi les générations qu'on est en train de créer. Mais vous me demandiez tout à l'heure effectivement la protection, mais on peut toujours mettre des gendarmes à l'entrée des établissements. Comme dans certaines écoles, dans d'autres pays maintenant d'ailleurs. Tout à fait, oui. Aux États-Unis, il y a de la sécurité. On peut mettre des caméras dans les couloirs ou même dans les salles de cours. Hein. Honnêtement, hein, les profs n'ont pas grand-chose à se reprocher, hein, mais par contre, le grand public et les parents pourraient aussi se rendre compte de ce qui se passe au sein des établissements, plutôt que de protéger toujours leur progéniture. Et de se rendre compte de ce que subissent les enseignants au quotidien, parce que là, on parle de lycée professionnel, hein, mais j'ai des connaissances en lycée, j'ai des connaissances en primaire, et tout évolue dans le mauvais sens. Et en primaire, ils subissent le comportement des enfants, mais ils subissent surtout l'agression des parents. Donc, et tout ça, on le sait. On le sait encore mieux. Il y a quand même eu des écrits, qui sont arrivés en 2024, mais il était temps. Mais c'est pas la protection des profs qu'il faut, c'est reprendre tout à la base.
au niveau des élèves, mais au niveau des parents. Et là, c'est au gouvernement de faire les choses. C'est pas aux gendarmes et c'est pas aux profs. On dit assez souvent qu'être prof, enseignant de manière générale, il faut avoir une vocation. Que si on n'est pas bon, en fait, c'est qu'on n'a pas la vocation. Est-ce qu'on se cache pas un peu derrière ce mot, en fait, en disant que si vous n'y arrivez pas, c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est pas qu'il y a de l'insécurité, mais c'est que tout simplement, vous n'avez pas la vocation, vous vous êtes trompé de voie, vous, en tant qu'enseignant. Oui, bah effectivement, c'est pas la bonne formulation. Quand vous faites tout votre possible pour enseigner à des élèves et que vous n'y arrivez pas, non pas parce que vous n'êtes pas vous à la hauteur, mais parce que les élèves n'ont pas décidé d'écouter, d'être studieux, de travailler et de se comporter normalement, c'est pas de votre fait. Alors je le dis dans mon livre, hein, c'est assez détaillé, mais on rehausse les notes au bac. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des réunions, une fois que les épreuves sont terminées, on prend les copies et on voit donc sur un même rectorat, hein, on voit la moyenne de chaque établissement et on voit si tous les établissements sont à peu près cohérents. Il m'est arrivé effectivement qu'on me demande de rehausser des notes, estimant qu'elles étaient trop basses, avec derrière la question tout de suite sous-entendue, mais est-ce que vous avez donné le bon enseignement aux élèves pour avoir des notes aussi basses? Donc c'est forcément de votre faute. Et quand on vous demande de rehausser, ça peut être quoi? C'est quoi la note de base? Et après que vous l'ayez rehaussée, cet élève arrive à quelle note? Il est arrivé certaines fois de passer de 8 à 12. Donc le bac est validé? Bien sûr. Parce que l'objectif suprême, c'est de conserver un pourcentage révélateur. Cette année, c'est 87% de réussite en bac professionnel. Je mets des exemples dans le livre. Hein. Quand on a des élèves qui ont une syntaxe, on ne sait pas d'où elle sort, qui n'a pas de vocabulaire et que pour certains d'entre eux, ils écrivent même pas droit sur une ligne, je ne sais pas comment on fait pour aller chercher 87%, hormis de réduire et d'affaiblir toujours les exigences pour remettre au niveau, mais au niveau du bas. Voilà. Donc d'après tout ce que vous nous dites, je pense que la question ne se pose même pas. Pour vous, l'enseignement et l'éducation, c'est terminé? Il n'y aura plus de retour en arrière? Pour moi? Oui. Ah oui, non. En tout cas, non. J'ai une autre voie bien plus épanouissante qui s'est ouverte à moi. Et puis alors, il faut une telle remise en question et un tel revirement de situation que peut-être qu'il faut commencer par mettre des policiers à chaque établissement le temps de reprendre le problème à la base. Mais pour ça, ça va pas se faire en 6 mois. Donc non, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Pourtant, quand même, je le reprends, vous avez tenu 9 ans, au bout de 5 ans, c'était de plus en plus compliqué. Vous êtes resté. Il y a eu des petites victoires, des moments de joie, quand même, que vous avez peut-être 1 ou 2 exemples à nous faire Ah oui, part. j'en ai eu, bien sûr. Hein, vous en parlez dans votre livre, hein, d'ailleurs. Dans tout ce que j'explique, bien sûr, oui, voilà, il y a heureusement, déjà, dans une classe, on a toujours une poignée de 4-5 élèves studieux, sérieux, qui ont envie d'apprendre. Alors moi, ils avaient des difficultés en lycée professionnel, mais justement, on est là pour ça. Mais ce qui est scandaleux, c'est que justement, en fait, on s'intéresse même pas aux élèves studieux et sérieux. On est tout le temps en train d'avoir notre attention sur ceux qui sèment la zizanie. Et du coup, on passe du temps à s'intéresser à ceux qui foutent le bazar, excusez-moi du terme, plutôt qu'à ceux qui veulent travailler. Donc, mais encore une fois, effectivement, j'ai quand même quelques belles réussites. Je garde bien sûr des souvenirs riches de partage avec certains élèves et pour vous en citer une, il y en a une qui me tient vraiment à cœur, c'est que durant 2 années, j'ai réussi à instaurer des temps de lecture avec mes classes. Parce qu'aujourd'hui, les élèves, tenir un livre et se plonger dans un roman, ils savent, enfin on peut le dire, hein, ils ne savent pas pour la majorité des cas, ils ne savent pas ce que c'est. Et on avait instauré ça, oui, avec la bibliothécaire, et donc une fois par semaine, j'amenais mes classes 1/4 d'heure en bibliothèque, ils choisissaient le roman qu'ils voulaient, ils s'installaient dans la position qu'ils voulaient, et je voulais juste en fait qu'ils prennent du temps pour eux et qu'ils se rendent compte que lire et se projeter dans une histoire, en y mettant ses propres images, c'était enrichissant, c'était plaisant. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, quand je leur ai demandé par écrit de façon anonyme ce qu'ils avaient pensé de ces instants-là, j'ai qu'une élève qui avait trouvé ça inintéressant et tous les autres étaient enchantés de cette expérience.
Mais j'ai pas pu la maintenir. Voilà, elle a tenu 2 ans. Et après, avec les élèves qui ont suivi derrière, c'était plus possible, c'était trop compliqué. Donc ça aussi, on a dû arrêter. Bon, au moins, vous avez eu quand même voilà, une belle victoire, parce que d'avoir remis des livres voilà, dans certaines mains, c'est un beau combat. Votre livre, donc, je répète, Prof en danger, 9 ans en lycée professionnel, il est à destination donc, aussi bien, j'ai trouvé, des parents, des professeurs, du rectorat, enfin vraiment de toute la population, parce qu'on est tous concernés par ce sujet. Mais si on doit en retenir vraiment un point principal, quel est le plus gros message que vous vouliez faire passer? Est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est l'État qui n'aide pas? Enfin voilà, quel était pour vous le point important? Alors si vous me posez la question du plus gros message qui est dans ce livre, c'est effectivement la responsabilité du gouvernement et du manque de décisions fermes et concrètes qui ne sont pas mises en place aujourd'hui. Et s'il y a vraiment un message, c'est celui-ci, c'est à quel moment vous allez prendre de réelles décisions pour que les enseignants puissent retrouver leur cœur de métier. Parce qu'aujourd'hui, on est éducateur, on est policier, mais on n'est pas enseignant. C'est faux. Alors que j'ai rencontré vraiment des gens passionnés par leur métier. J'ai vraiment vu des collègues s'investir pleinement, même ceux qui étaient en fin de carrière, pour refaire leurs cours, se remettre à niveau, essayer d'attirer l'attention des élèves différemment. Donc vraiment, j'ai vu des personnes très impliquées, mais qui font le même constat. Même si tout le monde n'ose pas le dire, ou alors certains râlent, mais restent dans la bienveillance malgré tout. Il y a toute une partie du corps enseignant qui est en train de changer quand même, qui sont bien conscients de ce qui se passe et qui ont vraiment envie qu'il y ait des décisions qui soient prises, mais à la base, voilà, mettre un pansement sur une plaie, ça ferme pas la plaie. Ça ne suffit pas. Inès Fleury, merci. Merci à vous. Pour cette interview. Je rappelle une dernière fois le nom de votre ouvrage qui va sortir, donc Prof en danger, 9 ans, lycée professionnel. Donc on espère que le message fera son petit bout de chemin. Eh bien, espérons. Et des choses sont prises. Merci encore. Merci à vous.